Les mots sont importants, je ne dirais pas le contraire étant un homme de la parole, puisque j'enseigne. Et je dois dire que, indépendamment de toute querelle politique, moi je préside une grande association nationale et nous n'avons pas d'attache partisane, vous pouvez le comprendre. Nous sommes quelquefois affrontés à des maires de gauche, quelquefois à des maires de droite, quelquefois à des centristes. C'est une question d'intelligence et de sensibilité, pas de couleur politique. Et c'est pourquoi je dis très tranquillement à ce micro que le discours du chef de l'État d'hier et peut-être quelques autres de ses discours depuis qu'il a été élu, c'est exactement ce qu'on attend depuis des années d'un chef de l'État. C'est-à-dire quelqu'un qui tout d'un coup nous dise quelque chose d'abord du patrimoine et ensuite qu'il le dise avec enthousiasme et qu'il nous dise c'est important pour la France, c'est important pour vous. C'est pas le problème de l'État qui va faire ça dans son coin. Tous les citoyens sont concernés par ça. Et je dois dire que je ne sais même pas, peut-être de mémoire d'homme, où est-ce qu'on pourrait remonter pour trouver un engagement pareil d'un chef de l'État pour le patrimoine. Je suis en train de chercher en votre compagnie. Nicolas Sarkozy ne l'avait pas fait sur certains lieux. Si, il y a eu des propos, il y a eu des discours, mais là, ce qui est intéressant, c'est d'abord une vision d'ensemble avec une parole très forte. La cérémonie d'hier à l'Élysée, c'est quelque chose de complètement inédit. On a fait des déjeuners, on a été conviés, on a été auditionnés, mais là, on n'est pas dans ça. On est dans quelque chose d'assez, qui entraîne. Et ça, c'est très, pour nous, qui sommes la société civile, qui nous battons quelquefois un peu dans l'ombre, quelquefois un peu sous les sarcasmes. On vient de le dire. Ah, vous aimez les vieilles pierres, donc vous êtes conservateur, donc vous êtes de droite, donc vous êtes. Dans 5 minutes, on est des bourgeois fillonistes. Vous voyez, ça va très vite. Non. Non, il n'y avait pas de sarcasme dans nos propos, mais par contre, je vais quand même essayer de jouer à la mouche du coq. Je rappelle que vous présidez l'association Cité Monuments et vous avez notamment publié Dessiner pour bâtir. Lorsqu'Emmanuel Macron dit que c'est un palimpseste, autrement dit, une manière de construire, reconstruire, d'effacer, réeffacer, c'est un terme finalement assez ambivalent parce que à la fois il peut plaire effectivement aux visions les plus orthodoxes du patrimoine, mais un palimpseste c'est aussi quelque chose qui se prolonge et du coup il peut permettre de faire avaliser finalement les formes les plus récentes et peut-être les plus discutées du patrimoine. Alexandre Gady, il n'est pas forcément de votre côté lorsqu'il dit cela. Non, ce que je dis, c'est que d'abord, à la tête de l'État, on parle du patrimoine et on en parle a priori positivement, avec de l'énergie, avec un affichage médiatique très fort grâce à Stéphane Bern qui met de la lumière sur tout ce qu'on fait. Et je veux dire, il le fait avec talent, parce que hier soir, il fallait quand même, devant le chef de l'État, oser parler des ABF. On sait que la loi Elan est en débat. Pourquoi Expliquez-nous, nous qui ne sommes pas c'est difficile les architectes des bâtiments de France. Ouais. En quoi leur rôle peut-il être discuté ? Alors, ça a été très bien dit dans le billet. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à la fois réjouis par le loto du patrimoine, qui est une vieille idée qu'on réclame depuis vraiment plusieurs décennies, mais enfin, on ne l'avait jamais eu. Donc voilà, elle est là. Vous voyez, c'est positif. Et puis, la question, effectivement, de l'ambiguïté, et plusieurs personnes, hier soir, avaient ça en tête, en disant, au fond, le président, et vous l'avez très bien dit, le président fait ça, et puis on a l'impression que le Parlement, derrière, fait des choses beaucoup plus importantes, parce qu'évidemment, on peut sauver 250, 300, 320, 350 monuments, mais enfin, la France, c'est des milliers de monuments, et si on change une loi très importante, alors les architectes des bâtiments de France, pour faire court et pas trop technique, sont des fonctionnaires de l'État qui sont les garants de ce qu'on appellerait, d'un mot ancien, la police de l'administration, donc des lois et des règlements de protection du patrimoine. Donc c'est un fonctionnaire issu de la construction jacobine du ministère de la Culture. Malheureusement, c'est un fonctionnaire aujourd'hui dans un monde qui est complètement celui de la République décentralisée, et donc il est au front, tout seul, comme en 14 avec son pantalon rouge, et tout le monde le canarde parce qu'il a en face de lui des élus qui veulent être empereurs en leur royaume et qui disent légitimement, attendez, on nous a donné le pouvoir, on nous a donné l'argent, et maintenant il reste un fonctionnaire qui nous dit non. C'est un producteur de tracasserie. Alors, non, c'est quelqu'un qui peut porter un autre regard à un moment donné sur des projets compliqués. Non, ça c'est quand vous le dites de manière positive, mais quand il est observé par certains élus, il devient producteur de tracasserie. Je ne dis pas qu'il l'est véritablement. J'entends bien, c'est pour ça que je répondais qu'à mon avis, et ça c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a une très mauvaise perception des architectes des bâtiments de France, en partie par les élus, par certains citoyens aussi, il faut bien le dire, parce qu'on ne voit pas toujours clairement comment les avis peuvent être articulés dans un sens ou dans un autre. Mais moi j'irais simplement au point essentiel de ce débat, et c'est ça qui est en ce moment à la Chambre, c'est vraiment l'idée que pour qu'un système comme celui qui a été mis en place depuis des générations par l'État fonctionne, il faut quand même garder la possibilité de dire non. S'il n'y a jamais plus la possibilité de réglementation, à ce moment-là, allons-y. Et donc c'est ça qui est tellement important, c'est ce verrou qu'il ne faut pas faire sauter. Alexandre Gady, vous qui êtes historien du patrimoine, il y a donc 18 sites emblématiques qui ont été choisis sur 270 chefs-d'œuvre en péril. Alors il y a par exemple l'ancien hôtel Dieu à Château-Thierry, il y a le théâtre des Bleus de Bar,
je ne vais pas tous les citer, la maison d'Aimé Césaire à Fort-de-France. C'est un choix qui est assez habile parce qu'il est très hétérogène et donc il rassemble finalement des types de patrimoine très différents. Oui, et c'est ça que aussi on a beaucoup entendu des gens critiquer en disant oh là là, ça va être Stéphane Bern, on va avoir des châteaux, des abbayes. Ben non, vous voyez, le patrimoine aujourd'hui, le champ patrimonial s'est complètement ouvert dans les années 80. Et ça a été pris en compte dans la liste, à la fois la grande liste et la petite liste, si j'ose dire. Et on voit bien que c'est très représentatif, aussi d'abord parce qu'il y a tous les territoires, y compris l'outre-mer. Ça, c'est souvent, on pense comme trop Paris-Île-de-France. Ensuite, il y a tout type de patrimoine, et ça, c'est formidable. Il y a évidemment des châteaux, des abbayes, parce que ça forme un tissu très fort de notre histoire patrimoniale, mais il y a aussi des usines, il y a aussi des maisons, il y a aussi des lieux de mémoire, il y a aussi des choses qui sont liées au XXe siècle. Et donc ça montre bien cette diversité et cette richesse. Et il y a des grands et des petites choses, des grands patrimoines et des petits patrimoines. Et ça, c'est fantastique aussi, parce que on a une culture en France qui est encore peut-être trop souvent la République monarchique, quatre grands châteaux, 4 grandes abbayes, 4 grands édifices qui racontent une histoire, mais et quid du reste? Or là, il a pris en compte ça, et c'est vrai, on a tous rigolé un petit peu au début, parce qu'on s'est dit c'est une liste à la Prévert. Ben voilà, c'est exactement ce qu'il fallait pour couvrir à la fois tout le territoire de la France, toutes les couches de la société. Moi, je suis frappé, ça fait 25 ans que je milite dans les associations de défense du patrimoine et que je fréquente un peu tous les gens qui s'occupent de ça. C'est transpartisan, j'en parlais tout à l'heure, c'est fantastique. Le milieu du patrimoine, c'est un endroit où vous rencontrez des jeunes et des vieux, et c'est un endroit où les générations peuvent se parler, des gens de droite et des gens de gauche, des pauvres et des riches, et tout ça fait une excellente boutique. Alexandre Gady, malgré tout, vous savez que les journalistes sont des mauvais coucheurs, donc ils cherchent quand même la petite bête. Vous parlez justement du petit patrimoine, autrement dit, par exemple, du patrimoine rural. Alors bon, celui-là, on comprend bien qu'il ne peut pas être dans les sites emblématiques si on retient 270 chefs-d'œuvre en péril, mais on a l'impression quand même que c'est celui-là aussi qui souffre beaucoup en France et pas grand-chose n'est fait. Alors en partie par manque de moyens, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le petit patrimoine, c'est compliqué parce qu'il faut l'identifier, il y en a beaucoup. Il faut aller très 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 loin dans les territoires parce qu'on se trouve quand même là, loin du soleil. Donc, il faut essayer de pouvoir accéder à l'information, accéder à l'enjeu. C'est pourquoi il y a à mon avis une chose qu'il faut améliorer encore, c'est le rapport démocratique du ministère avec les citoyens. Vous savez que la France est un pays d'associations, on est tous présidents d'associations, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, les gens sont particulièrement investis. Il n'y a pas un village où il n'y ait pas l'association des amis du lavoir, l'association des amis de l'usine, etc. Et ça veut dire que là, il y a des forces vives, et je trouve que peut-être on devrait plutôt brancher les uns avec les autres. Souvent, on est un peu de part et d'autre d'une rivière sans se parler, c'est un peu dommage. Et si on pouvait mieux canaliser ces énergies, on aurait une meilleure connaissance du petit patrimoine, une meilleure prise en compte possible. Mais ça veut dire aussi un problème de financement. Beaucoup de tout petits financements dans toute petite structure. Lorsque vous comparez la France avec des pays qui ont un patrimoine équivalent, peut-être même supérieur pour différentes raisons, je pense par exemple à l'Italie, Alexandre Gady, que diriez-vous? Je dirais que nous avons, avec les critiques que nous avons formulées depuis des années sur quand même des problèmes budgétaires, on est quand même un pays riche avec beaucoup de chance. Parce que si vous regardez la situation italienne, qui a un patrimoine... Alors moi, je suis un Italien de cœur, donc j'ose dire à ce micro qu'il y a un patrimoine équivalent, sinon supérieur à celui de la France. Il y a un grave problème d'argent. Ça, c'est très clair. Les finances italiennes sont encore en plus mauvais état que les nôtres, de ce point de vue-là. Et nos amis italiens voient à quel point, on en avait parlé il y a quelques années pour des sites aussi emblématiques que Pompéi, voient avec douleur la difficulté de s'en sortir. Donc, l'action publique en France, elle est restée très importante. Et là, je trouve que même si le loto vient un peu suppléer, Bern lui-même a dit c'est une goutte d'eau, mais c'est sûr que c'est une goutte d'eau, mais elles sont bienvenues. On a quand même encore cette action publique qui fonctionne, avec toute une structure hiérarchique, toute une structure administrative. Et ça veut donc dire que même s'il n'y a jamais assez d'argent, on nous accuse toujours d'en vouloir plus. Je ne suis pas sûr que l'argent puisse résoudre tous les problèmes, mais dans le patrimoine, il y a quand même un effet mécanique. Si on ne fait pas de travaux, 2 ans plus tard, ça coûte 2 fois plus cher. Lorsque vous comparez les campagnes françaises avec les campagnes italiennes, avez-vous la sensation que les campagnes italiennes ont été mieux préservées? Là, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de loi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une erreur de perspective que de considérer cela, Alexandre Gady?
Non, c'est pas du tout une erreur de perspective. Il y a des questions de loi, il y a des questions aussi, et là c'est plus sensible et plus difficile, il y a des questions de culture et de sensibilité des habitants des pays et des provinces dont on parle. Et là, je dois dire que les Italiens ont vraiment une longueur d'avance, parce qu'il y a très longtemps que l'Italie a fait une réforme que nous avons faite tardivement et pas très bien à l'époque de Nicolas Sarkozy, dont on parlait tout à l'heure, qui est la question de l'enseignement de l'histoire de l'art. On a eu tellement peur de ce mot. Moi, je suis professeur d'histoire de l'art, donc je le défends, mais on a appelé ça l'histoire des arts. Les Italiens, depuis les années 20, ont introduit ça. Alors, ça produit effectivement un sentiment d'identité très fort chez les Italiens. On dit toujours en rigolant que les Italiens sont des nationalistes invétérés. Ils aiment leur patrie, ils aiment leur patrimoine. Et il y a ce côté réflexe comme ça, alors qu'on dit toujours que les Français, au fond, sont des conservateurs qui détruisent leur propre patrimoine. Donc, cette sensibilité, elle passe aussi par l'éducation. Et c'est vrai que la mobilisation de l'État, elle ne peut rien s'il n'y a pas en face des gens qui disent « bah oui, bien sûr, c'est normal. Je paye des impôts parce que je veux que le château de Versailles reste un grand monument propriété de l'État, qu'on puisse le visiter, qu'il soit bien entretenu. » Et cette culture des habitants, de ceux qui vont jouir du patrimoine, parce que c'est la richesse des pauvres, le patrimoine. Vous vous promenez dans la campagne, c'est à vous. Vous avez des vues magnifiques, vous avez des perspectives lointaines. Tout ça, ça a été légué par l'histoire, et c'est à vous. On ne vous fait pas payer pour voir un beau paysage. Donc, il faut y être sensible, il faut le recevoir, et ça nécessite évidemment un peu de culture. Vous parlez de paysage, justement. La protection du paysage n'est-elle pas un peu oubliée dans le débat actuel sur le patrimoine, Alexandre Gady ? Si, je dois dire que c'est un point qui nous soucie beaucoup, parce que mon association, qui a été créée en 1901, s'occupe beaucoup de paysages. C'était même sa première raison d'être en 1901. Et là, nous sommes devant un problème qui excède les forces des défenseurs du patrimoine, parce que c'est un problème religieux, un problème de superstition religieuse, qui est une bondieuserie écologique, qui s'appelle l'éolien, et que nous appelons de son vrai nom l'aérogénérateur industriel polluant. Alors, expliquez-nous. C'est très simple, si vous voulez. Nous avons tous envie de sauver la planète, on a tous envie de respirer un air pur. Seulement, voilà, il y a différentes voies pour y arriver. Et il y a une mauvaise voie, qui est une voie industrielle, et une voie du passé, qui est de faire tourner des hélices pour récupérer de la force électrique. Ça s'appelle l'éolienne, c'est un très joli mot tiré d'un nom d'un dieu grec, sauf qu'en réalité, évidemment, c'est une machine qui fabrique rien, ça fabrique seulement de l'argent. Et pendant ce temps, ça mite... Ça fabrique pas un peu d'électricité ? Tout petit peu, regardez votre feuille de consommation, ça vous demande de l'argent en plus, mais ça vous rapporte pas grand-chose. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça banalise tous les paysages français, du nord au sud et de l'est à l'ouest, le même engin, les mêmes hauteurs, les mêmes couleurs, les mêmes formes, et quand vous savez qu'elles ne tournent que pendant 30% du temps, qu'une partie ne sont même pas raccordées à aucun réseau, et que on a là quelque chose qui, à chaque fois qu'on en installe une, engendre un pied de béton de 3000 mètres cubes dans la terre, on a en fait une véritable escroquerie pour nous, intellectuelle et financière. Le problème, c'est que là, la machine est lancée à toute allure, et qu'on va se réveiller trop tard, la France aura été complètement banalisée. Aller aux États-Unis voir les chantiers d'éoliennes qui ne tournent plus et qui sont rouillés parce qu'on les a abandonnés, ça fait après beaucoup de choses à démonter. Bon, on a compris votre hostilité à l'éolien. Il n'y a quand même pas que ça dans le respect du patrimoine. Il y a notamment le fait que les abords des villes sont de plus en plus enlaidis par des boîtes commerciales, des entrepôts, des magasins déguisés en entrepôts. Tout cela, est-ce que ça ne vous semble pas être, je ne vais pas hiérarchiser tout cela, mais disons au moins aussi important en matière de respect du patrimoine, et surtout un phénomène qui est, semble-t-il, extrêmement difficile à endiguer, si tant est d'ailleurs qu'on ait la volonté politique de l'endiguer? Alors bien sûr, ça nous soucie parce qu'on a été les premiers il y a plus de 15 ans à lancer quelque chose sur les entrées de ville. Ça avait même d'ailleurs été repris à un moment par un autre président de la République qui s'était inquiété de cet enlaidissement. On se souvient tous évidemment de Télérama, comment la France est devenue moche, etc. C'est un vrai souci. Alors là, il y a des progrès qui peuvent être faits. Je cite toujours, parce que je l'ai découvert un peu par hasard, et je veux dire, j'étais assez bluffé, l'Atoll à côté d'Angers, qui est une espèce de centre commercial ultra design, posé dans la campagne, et qui a évité de disperser les boîtes, mais qui a fait un objet architectural de très très belle qualité, où tout le monde est à l'intérieur, et en fait, c'est comme une sorte d'énorme soucoupe qui serait posée dans un champ, c'est assez beau, ça prouve qu'on peut faire de l'architecture du centre commercial au lieu de faire des boîtes. Et puis nous avons une action qui remonte aussi aux origines de notre association, c'est la lutte contre la publicité, et la publicité sauvage, parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des panneaux que vous apercevez quand vous roulez, et qui défigurent les abords des villes, sont des panneaux dont les autorisations peuvent être un peu interrogées par les citoyens, voilà, pour dire les choses avec beaucoup de douceur. D'accord, vous l'avez dit effectivement avec diplomatie.
Donc voilà, il s'agit aussi de faire attention qu'il y a une pollution visuelle et nous sommes assez attentifs en réalité dans nos combats à l'espace public parce que c'est un espace partagé, c'est l'espace de tous les citoyens et c'est un bon baromètre de l'état du pays et de la société. Quand on voit que il y a des gens qui annexent de plus en plus les espaces publics sous des prétextes de convivialité, d'objectifs festifs, éventuellement même en disant que c'est éphémère, mais on voit quand même des choses éphémères qui durent. Est-ce qu'on en fait trop cette fois-ci avec le patrimoine? J'utilisais le terme de palimpseste dans le discours d'Emmanuel Macron hier, une manière de dire aussi que l'on a tendance à tout classer, à classer de plus en plus de choses. Alors parfois on est heureux, par exemple la maison de la radio aujourd'hui appartient au patrimoine. Est-ce qu'on est en train de tout patrimonialiser, Alexandre Gady? Alors là, je vais être très clair et c'est facile de répondre à cette question, si j'ose dire. J'appartiens à pas mal de commissions comme membre expert et j'étais dans la commission qui a voté d'enthousiasme la protection de la maison de la radio, évidemment. Non, rassurez-vous, et on peut rassurer les auditeurs, le patrimoine français, c'est 43 000 édifices protégés. 43 000, hein, sur toute la France, j'entends, couvrant toute notre histoire, qui est presque Vous voulez dire que c'est trop peu ? C'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Et nous sommes dans une politique depuis plusieurs années plutôt de malthusianisme, qui est de dire attention, on protège trop. Alors il y a deux options. L'option on protège trop, et philosophiquement c'est gênant. Et puis on protège trop, et les gens de Bercy disent attention, ça coûte. Bon. Non, la protection, c'est un outil extraordinaire de connaissance, de partage. C'est nécessaire, et l'État a fait ce choix tout de suite, au début du 19e siècle. On va bientôt fêter, ça sera dans quelques années seulement, 1830, première création dans l'administration française d'un poste, le fameux inspecteur des monuments historiques, qui sera illustré par le grand Mérimée à partir de 1834. Donc c'est un choix de presque il y a 200 ans que l'État a dit on garde un certain nombre de choses, on les met sur notre dos, ça coûte de l'argent, ça fait faire des efforts, mais dans notre modernité, on inclut notre passé et c'est encore plus moderne. J'ai posé la question à Audrey Azoulay, tout à l'heure, directrice générale de l'UNESCO, de savoir s'il fallait classer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au patrimoine mondial de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alexandre Gady, même si vous n'êtes peut-être pas de la même origine politique que la totalité des zadistes? Pas totalement, mais je dois dire qu'avec les casseurs de pub, on a quelquefois fait des actions communes sur justement les affichages sauvages qui nous polluent. Donc, mais les défenseurs du patrimoine font unique. Larzac, personne ne songerait à y toucher. On a affaire à des gens qui ont travaillé alors un peu à la manière du facteur cheval, dans un certain sens. Est-ce que ce serait si absurde que de songer à cela? Des architectes de renom se sont engagés dans cette cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dois vous dire d'abord la position de mon association, qui était évidemment contre cet équipement obsolète, imaginé dans les années 60 par des élus qui croyaient que là, vous parlez de l'aéroport, allait décoller des champs de Notre-Dame-des-Landes. Donc, grand soulagement de l'abandon de ce projet. Malheureusement, ça aura coûté beaucoup de sous et là, il y a eu des engagements pris, à mon avis, de manière très, très néfaste pour le contribuable, bien sûr. Alors après, le lieu est assez magique et il y a eu des expériences sur ce lieu. Les associations de défense du patrimoine ne sont pas du tout dans cette culture, mais moi, je regarde comme citoyen et comme quelqu'un qui essaie de réfléchir sur ces questions, je regarde avec intérêt ce qui s'est fait. Il y a des choses qui m'agacent et puis il y a des choses qui me passionnent. Et donc, je ne sais pas s'il faut labelliser ça UNESCO parce que c'est une grosse machine et qu'ensuite ça induit un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il faut regarder ça avec attention parce qu'il y a des formes émergentes de culture partagée qui peuvent être très intéressantes. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. C'est ça que je veux dire, en tout cas. Ne pas balayer cela, voir le reste. Lorsqu'on observe aujourd'hui le hit parade des monuments les plus visités en France, l'un des premiers, c'est Disneyland. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est d'ailleurs le premier avec plus de 15 millions de visiteurs par an. Alors tout dépend de la manière dont on compte, mais bon, voilà, la situation, c'est celle-là. Et je voulais avoir votre réaction, Alexandre Gady. Alors, je suis sensible à ce débat-là parce que la première fois que j'ai été dans une manifestation de rue à Paris, j'étais jeune étudiant à la Sorbonne, c'était contre Disneyland. On était, je crois, à la fin des années 80, quand il y a eu l'autorisation d'installer dans les meilleures terres arables de France et peut-être d'Europe cet équipement. On n'était pas très nombreux, je dois vous dire, à défiler boulevard Raspail, on devait être 200. J'ai toujours été très frappé par ça et je le dis souvent à mes collègues et aux gens qui travaillent dans le patrimoine, c'est un défi qui nous a été lancé à la figure, Disneyland. Parce que ça a évidemment pris la première place, vous l'avez rappelé, des monuments qu'on visite, et ça a donné aussi une autre forme à la culture
de l'amusement qui est lié au patrimoine. C'est-à-dire, on va là-bas, et moi je suis frappé autour de moi de gens qui disent on va visiter tel château, et ils répondent mais qu'est-ce qu'il y a dans le château à voir? Mais il y a d'abord le château, commençons par le début. Et donc en fait on est sollicité par cette culture de l'amusement, et on ne peut pas ne pas penser évidemment à Hannah Arendt qui a rappelé que la culture peut survivre des siècles à l'oubli, mais pas à la version distrayante de ce qu'elle a à dire. Et là, moi, je crois que Disneyland, c'est une vraie question et on l'a trop mise de côté. Mais vous n'avez pas l'impression que la Disneylandisation est en cours dans un grand nombre de lieux très touristiques? C'est pas du Mont Saint-Michel à Carcassonne, votre sentiment? Oui, et même je suis très inquiet quand je vois qu'à Chambord, on va faire en 2019 beaucoup autour de Léonard, dont on ne sait pas et dont on ne saura jamais s'il est l'architecte, évidemment, parce qu'il nous manque des archives et il aurait fallu écouter les conversations avec François Ier avant la mort du grand homme. Et là, on voit bien qu'il y a une culture entrepreneuriale de la marque. Ça, c'est insupportable. Il y a quelques années, à Versailles, on a renommé le petit Trianon domaine de Marie-Antoinette, parce qu'on sait bien que pour le touriste moyen, Marie-Antoinette et son mari Louis XIV, c'est le couple médiatique. Voilà. Ça, il faut faire attention. Il y a une limite qui est une limite de la dignité, une limite de la vérité historique. Je suis toujours frappé de gens qui nous disent, vous savez, vous raffinez, c'est trop compliqué. Les gens veulent du simple. Pas du tout. Les gens veulent pas du simple. Les gens, ils veulent qu'on leur dise la vérité. Je trouve scandaleux que sous prétexte que les gens ne savent rien, il faudrait leur raconter des histoires. Non, il faut les prendre et les monter les hisser vers la qualité. Et donc, là, je pense qu'il y a un point de réglage qui est un peu de la dignité et l'honnêteté intellectuelle. Mais alors, la manière dont aujourd'hui un site comme par exemple le site du Mont Saint-Michel a été aménagé dans tous les sens du terme, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je suis comme beaucoup peut-être ici ou derrière la radio. Je suis très choqué et très gêné par la surexploitation de ces monuments. Je ne sais pas si vous avez essayé d'aller à Versailles en journée. C'est à côté le RER Aubert, c'est une petite promenade de santé. Et ça doit être 8 millions de visiteurs par an. Oui, Versailles. Et ce qui est problématique, c'est qu'au lieu de chercher une solution, c'est toujours plus. Mais le jour où on aura un accident, parce qu'il y aura forcément dans ces presses de population, dans des tout petits endroits qui ont été faits pour quelques personnes et qui se retrouvent avec une gestion de centaines de milliers de personnes par mois, on va un jour avoir un problème. Et ça veut dire aussi qu'on offre une visite dégradée, parce que n'importe qui aujourd'hui allant à Versailles se trouve dans une mauvaise situation.